Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Emmanuel Macron récolte ce qu'il a semé, selon Gérard Larcher, pour qui le chef de l'État s'est coupé des corps intermédiaires, ce qui aboutit à cette mobilisation des Gilets jaunes pour le président du Sénat. Vous l'entendrez dans un instant. Pour limiter la mobilisation contre la hausse des carburants, la prime à la conversion sera doublée. Mais l'État aura-t-il les moyens de la financer? Elle est déjà victime de son succès et sert souvent à acheter des véhicules diesel. Le débat est à suivre. Alors que le Sénat réfléchit à la revitalisation de l'échelon communal, une étude du Cevipof montre que la moitié des maires envisagent de passer la main en 2020 lors des prochaines élections municipales. Un chiffre inquiétant quant à la bonne vitalité de notre vie démocratique. L'analyse dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences et Alexandre Poussard depuis l'hémicycle du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant cela, le mea culpa d'Emmanuel Macron à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes. Le président a fait part de sa volonté de diriger le pays d'une manière différente. Il était interrogé hier depuis le porte-avions Charles de Gaulle. On l'écoute. Il y a de l'impatience, mais il y a de la colère. Et cette colère, je la partage. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça, c'est vrai. Et ça me touche moi. Mais si ça me touchait que ma personne, à la rigueur, ce ne serait pas grave. Mais c'est plus profond. Et ce divorce, on le voit dans toutes les démocraties occidentales. Il m'inquiète et je considère qu'il est au cœur de la mission qui est aujourd'hui la mienne. Et je vous le disais, Gérard Larcher s'est adressé au territoire lors d'une conférence de presse ce matin. Le président du Sénat qui a salué le côté positif de ce mea culpa. Mais pour lui, Emmanuel Macron est seul responsable de la colère des Gilets jaunes. Aurélien Romano. Cette conférence de presse tournée vers les territoires a été largement consacrée aux commentaires de l'interview présidentielle. Emmanuel Macron a fait un mea culpa hier, affirmant n'avoir pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Un mea culpa salué par Gérard Larcher qui affirme néanmoins que le président a une lourde responsabilité dans ce constat. C'est vrai que la relation entre le président de la République et les Français s'est singulièrement dégradée. Ne croyez pas que ça me réjouit. Quelque part, la dégradation de cette confiance nous ouvre à des tentations populistes. Et que cette tentation, elle pourrait avoir une traduction au printemps dans le cadre des élections européennes. Mais le président de la République récolte en ce moment ce qu'il a semé. Le président du Sénat reproche régulièrement la méthode trop directe du président de la République qui néglige les corps intermédiaires. Le président de la République, il doit, avec les élus, avec les syndicats, avec les organisations professionnelles. On voit bien que les organisations professionnelles comme syndicales sur, par exemple, la réforme de l'assurance chômage, se disent, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on négocie parce qu'il paraît que tout est écrit? Puis Gérard Larcher met en garde Emmanuel Macron face à ce qu'il appelle une jacquerie. Il ne participera pas au mouvement du 17 novembre, mais il réaffirme la position du Sénat sur la hausse des taxes. Ma place, c'est de veiller à ce qu'on reprenne la proposition du Sénat et donc à suspendre les 2,8 milliards de taxation en plus qui pèseraient en 2019. Et je rappelle que cette taxation aujourd'hui n'augmente nullement les crédits de transition écologique. Cette taxe sur les carburants qui ne serait pas fléchée vers la transition énergétique, c'est la critique récurrente des opposants au rééquilibrage de la fiscalité du diesel au même niveau que celle de l'essence. Une première invitée de notre multiplex, c'est le sénateur LR, Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine. Il est à vos côtés, Tam Tranui. Oui, Roger Karoutchi, avez-vous été convaincu par le mea culpa hier d'Emmanuel Macron, qui a bien dit qu'il n'a pas réussi à réconcilier le peuple et les dirigeants? Ce n'est pas un mea culpa, c'est un constat. La seule différence peut-être d'appréciation, c'est de dire, quand quelqu'un dit « je n'ai pas réussi », ça veut dire qu'il doit changer de politique, de comportement. Ce qu'il ne veut pas faire. Voilà. Alors il dit, il n'y a pas de lien, je n'arrive pas à avoir une vraie connexion avec l'opinion, avec le peuple, mais je ne change pas de politique.
Bon, alors donc c'est que la connexion ne sera pas meilleure dans les semaines et les mois qui viennent. Alors est-ce que vous ne reconnaissez tout de même pas Emmanuel Macron d'être allé au contact de la population en colère, notamment la semaine dernière? Il a dit qu'il avait de la considération pour cette colère, qu'il l'entendait. Il n'allait pas la semaine dernière au contact avec la population en colère. Il allait faire un parcours mémoriel en espérant que ça allait un peu améliorer ou glorifier l'image. Le problème, c'est que quand vous faites ça, si les gens sont en colère sur votre trajet, malheureusement pour vous, ils ne sont pas venus que pour le mémoriel. Je ne sais pas. Moi, je trouve que, comme toujours, voilà un président qui, au début, disait « je vais rester très en retrait, très au-dessus », et qui fait beaucoup de médias. Il est tous les jours à la télé ou à la radio, tout le temps, qui dit gouverner, c'est différent, et qui se rend compte que ça ne marche pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la manière dont il procède, mais qui n'en tire pas les conclusions. Tu vois, vous voyez, c'est quand même très compliqué. Quelqu'un qui dit « dont acte », ça ne marche pas. « Dont acte », les éléments ne sont pas ce qu'il faudrait qu'ils soient, mais ça ne changera rien pour autant. Bon, bah alors, ça va dans le mur. Alors sur la question des Gilets jaunes, il y a eu en tout cas un tacle pour les oppositions, de droite comme de gauche. Il n'a pas été tendre Emmanuel Macron. Selon lui, eh bien, ces oppositions, elles tentent de récupérer politiquement le mouvement des Gilets jaunes et puis franchement, les gens de tout vent. Ça n'a pas beaucoup de cohérence. Oui, bon, peut-être, mais quand il y a un mouvement spontané, par définition, si vous cherchez la cohérence politique, il faut chercher un parti ou un syndicat. Si c'est un mouvement spontané, par cohérence, si je puis dire, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens mécontents, quelles que soient leurs appartenances. Mais on ne pourra pas reprocher aux Républicains d'avoir cherché à récupérer. Certains des Républicains ont déjà dit qu'à titre personnel... La ligne n'est pas très claire quand même sur participer, ne pas participer. Oui, mais les parlementaires républicains comme les cadres républicains décident par eux-mêmes s'ils veulent y aller, dans quelles conditions, ou s'ils n'y vont pas. Mais il n'y a pas là-dessus d'instrumentalisation du mouvement par les Républicains. Donc, c'est pas la peine de venir essayer de faire un procès à l'opposition. Nous ne sommes pas à l'origine des Gilets jaunes. Nous comprenons parfaitement, parce que comme tout citoyen, on voit bien l'accumulation des taxes, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Votre majorité comprend d'autant mieux ce mouvement que déjà l'année dernière et encore cette année, eh bien, elle refuse la hausse pluriannuelle des taxes sur le carburant. C'est l'un des amendements de la droite. Exactement. Dès le mois de décembre 2017, pour le budget 2018, nous avions dit au gouvernement « halte au feu, vous êtes fous ». Dès qu'il y aura une hausse du pétrole, si vous continuez la hausse des taxes, ça va être insupportable pour les Français. Je ne dis pas que le gouvernement nous a ri au nez, mais quasiment. Il y a plus d'un an déjà. Donc aujourd'hui, nous continuons de dire que ce n'est pas supportable et nous veillerons dans le budget 2019 à supprimer la hausse des taxes sur le carburant. Le gouvernement les remettra probablement à l'Assemblée, mais franchement, il prendra ses responsabilités. Merci beaucoup, Roger Karoutchi, pour cette réaction. Merci à vous, Tam, pour cette réaction et on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition. Suite au Sénat de l'examen en séance du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour en parler, on va retrouver Alexandre Poussard qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Alexandre, alors on va parler de quelles mesures cet après-midi en séance ? Bien, Delphine, les sénateurs ont commencé à débattre de la réforme de l'hôpital, puisque le gouvernement annonce qu'il va transformer en profondeur le système de santé. Alors cette réforme de l'hôpital, elle prévoit notamment de renforcer la dotation qui est versée aux hôpitaux en fonction de critères de qualité que doivent respecter ces établissements de santé. Et parmi ces critères de qualité, il y a par exemple un travail interdisciplinaire effectué pour la cancérologie, une bonne coordination pour la prise en charge des patients à domicile et le bon usage des gels hydroalcooliques pour l'hygiène des mains. Et si ces critères ne sont pas respectés par un hôpital, le texte crée des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 0,5% du montant alloué chaque année par l'assurance maladie. Alors les sénateurs communistes ont voulu supprimer cette mesure. Écoutez la sénatrice Esther Benbassa. Du gouvernement ne saurait être la plus efficace. Si aujourd'hui certains hôpitaux ne peuvent dispenser des soins de qualité, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et soit parce que leurs dotations ont baissé, soit parce qu'ils ont dû faire des choix de restrictions budgétaires. Alors ce texte étend le paiement à la qualité aux hôpitaux psychiatriques. Et la ministre Agnès Buzyn connaît bien le sujet puisqu'elle a été présidente de la Haute Autorité de Santé qui fixe ces critères de qualité. Écoutez-la.
Il y a dans certains hôpitaux des pratiques d'un autre siècle, pour ne pas dire d'un autre millénaire. Et là, excusez-moi, la qualité, c'est ce que nous leur demandons, c'est-à-dire de changer leurs pratiques. Et puis si les débats avancent bien cet après-midi, les sénateurs devraient aborder la mise en place du reste à charge zéro, qui rembourse intégralement des frais optiques, auditifs et dentaires dans un panier de soins bien défini. Et les mutuelles devraient financer cette réforme à hauteur de 250 millions d'euros, soit 0,1% de leur chiffre d'affaires annuel. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a assuré que les prix des mutuelles n'allaient pas augmenter avec cette réforme. Mais notez que hier soir, les sénateurs ont voté la création d'une hausse de taxe d'1,5 milliard d'euros pour la contribution exceptionnelle des mutuelles pour l'année 2019, une hausse de taxe à laquelle s'est opposée Agnès Buzyn, craignant cette fois-ci que les prix des mutuelles n'augmentent. Merci à vous Alexandre, et pour en savoir plus sur cette hausse des taxes sur les mutuelles, l'article de Yann Kersia est à lire sur publicsena.fr. On continue les réactions sur l'examen du budget de la sécurité sociale avec vous Tam Tranui. Vous êtes avec le président de la commission des affaires sociales ici au Sénat, le sénateur LR Alain Milon. Oui, Alain Milon, retour un petit peu sur les débats de ces dernières heures. Hier, vous avez déclaré à vos collègues les Républicains, si vous diminuez les recettes de la sécurité sociale, ne vous plaignez pas qu'on ferme vos hôpitaux locaux, que les hôpitaux ne marchent pas bien, qu'il y ait des déserts médicaux. On ne peut pas tout avoir, Alain Milon, c'est bien cela? Mais écoutez, on est en train d'examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Hier et avant-hier, nous étions dans la partie recettes. À partir d'aujourd'hui, on est dans la partie dépenses. Donc si on diminue les recettes, on va obligatoirement diminuer les dépenses. Donc, je criais, j'avais une alerte à donner à j'avertissais mes collègues sénateurs en leur disant attention, si vous diminuez les recettes, obligatoirement, ça va diminuer les dépenses. Déjà qu'on est contraint par l'ONDAM, le fameux objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et cet ONDAM est à 2,5. Donc ça autorise une augmentation d'un peu plus de 4 milliards d'euros de dépenses de santé d'une année sur l'autre. Quand on sait que chaque année, il y a 1 million de diabétiques en plus, 300 ou 400 000 hypertendus de plus, etc. etc. C'est suffisant pour vous d'ailleurs, cet objectif fixé par le gouvernement? Non, c'est insuffisant, on le sait bien. Tout le monde le sait. Le gouvernement dit que c'est beaucoup par rapport aux années précédentes. Il a raison. C'est beaucoup plus que dans les 5 années précédentes du mandat précédent. Mais dans les 5 années du mandat précédent, c'était un 7. On est à 2,5. C'est insuffisant parce que l'ONDAM naturel, ce serait aux alentours de 4. Donc il manque encore 3 milliards pour faire en sorte qu'on puisse assurer véritablement une bonne santé pour tout le monde. Quand on dit bonne santé, c'est pas que tout le monde n'est pas pris en charge convenablement. C'est qu'il faudrait que nous puissions en prendre en charge la dépendance, les nouveautés médicales, le nombre de malades en plus, le nombre de médecins en plus, une amélioration des conditions de travail des personnels hospitaliers, etc. Donc c'est un tout. Et pour que le tout soit acceptable par tout le monde, il faudrait que ce soit plus 4 milliards et des poussières. On est à plus 2 milliards et des poussières, donc il manque de l'argent. Il manque de l'argent par rapport à une évolution naturelle. Mais quand même, il y a un plus. Alors, votre majorité a également mis en place hier une taxe exceptionnelle de plus d'1 milliard d'euros sur les mutuelles pour l'année prochaine. Est-ce que vous ne craignez pas que les assurés risquent de trinquer face à cette taxe? Alors, d'abord, il faut dire que cette taxe, c'est pas une taxe, c'est un prélèvement unique, annuel, exceptionnel, une seule fois, de 1 milliard d'euros sur les bénéfices que peuvent faire l'ensemble des organismes complémentaires d'assurance maladie. Pas les mutuelles, mais l'ensemble des organismes complémentaires d'assurance maladie. C'est-à-dire aussi les privés, et surtout d'ailleurs les privés, plus que les. Vous voulez dire que pour vous, ils peuvent encaisser? Je pense qu'ils peuvent largement encaisser, oui. Mais ça, c'est en compensation de la remise en place de l'indexation sur l'inflation des retraites. On prend, nous, 1 milliard... pour payer la revalorisation des retraites que vous souhaitez... Voilà. En fait, quand on prend 1 milliard aux organismes complémentaires d'assurance maladie, on redonne 3 milliards aux retraités, alors que le gouvernement prend 3 milliards, ne donne pas 3 milliards aux retraités et il laisse 1 milliard de compléments de recettes aux organismes complémentaires. Mais dans le contexte des questions qui se posent sur le reste à charge zéro, l'augmentation des tarifs des mutuelles, vous ne craignez pas que ça puisse apporter de l'eau à leur moulin pour qu'elles augmentent leurs tarifs? C'est probable, mais là on est dans une loi de financement. Ce qui aurait été le mieux, c'est que si nous avions
décidé et le pouvoir de faire, parce qu'on a décidé mais on n'a pas le pouvoir de faire. Mais si on avait décidé et le pouvoir de faire, il aurait fallu mettre un article complémentaire qui fixe les tarifs minimums des organismes complémentaires par le Parlement, et non pas une liberté totale. Bien, merci beaucoup Alain Milon pour cette réaction. Alors que les débats se poursuivent sur le budget de la sécurité sociale et devraient se terminer a priori demain après-midi. Probablement demain soir. Merci beaucoup Alain Milon. Merci à vous, Tam. Et en attendant la fin de l'examen de tous les articles avant le vote solennel la semaine prochaine, retour à présent sur les modifications du Sénat, notamment celles qui ont été adoptées hier, à commencer par la question des travailleurs saisonniers. Vous allez le voir, ça a donné lieu, ce thème, à de vifs échanges dans l'hémicycle, comme nous l'explique Quentin Calmy. Attention, zone de turbulence en vue. Depuis lundi, les principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale ont été adoptées par le Sénat. Mais sur plusieurs fronts, l'examen du texte a donné lieu hier à des passes d'armes avec l'exécutif. Premier dossier, les travailleurs saisonniers. Le gouvernement entend revenir sur l'exonération de charges de certains travailleurs occasionnels, une aide indispensable au secteur maraîcher ou encore viticole et que tous les groupes politiques entendaient bien défendre hier au Sénat. Et sur le banc du gouvernement, c'est Didier Guillaume, ancien sénateur et nouveau ministre de l'Agriculture, qui doit défendre cette réforme voulue par l'exécutif. Le Sénat, qui est l'Assemblée des territoires et de l'agriculture, va laisser à l'Assemblée nationale le dernier mot lors de la suite du débat. Selon le ministre, 90% des exploitations vont bien profiter d'une baisse de charges, mais c'est cette phrase sur l'Assemblée nationale qui provoque l'irritation des sénateurs. Je regrette que le ministre de l'Agriculture n'ait pas de pouvoir non plus pour essayer d'influencer la majorité de l'Assemblée nationale. Ça me semble extrêmement compliqué. Les sénateurs qui ont fait front uni avec cette passe d'armes face au gouvernement, à l'exception du groupe En Marche. Quelques heures plus tard, c'est sur la taxation du rhum qu'une seconde confrontation aura lieu. La France a protégé sa production viticole, son vin, et l'a taxé très faiblement pour des raisons que l'on comprend, et j'ai du respect pour cette profession. La France, c'est le vin, nous, dans nos pays, c'est le rhum. Le signe d'une journée tendue dans l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et on retrouve Tam Tranui avec la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen, pour une réaction à ce budget de la sécurité sociale. Oui, Laurence Cohen, on est en train d'aborder dans le budget de la sécurité sociale les mesures qui touchent à l'hôpital. Vous fustigez une mesure, notamment le paiement à la qualité des établissements de santé. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se cache derrière ça pour vous? D'abord, je vous remercie de m'interroger parce qu'effectivement, le budget de la sécurité sociale est un moment important au niveau parlementaire pour l'avenir et le présent des établissements hospitaliers. Alors, je fustige cette mesure parce que finalement, on parle de qualité. La ministre parle de qualité, elle a raison. Tout le monde a envie d'avoir des soins de qualité, etc. De sécurité des soins. Tout ça, nous partageons. Sauf que j'ai participé à un tour de France des hôpitaux publics et des EHPAD, et ce que me disent les personnels, et tous les personnels, du chef de clinique jusqu'à l'infirmière, etc., ils me disent qu'il y a eu tellement de restrictions budgétaires au niveau de l'hôpital que justement, il devient impossible de maintenir une haute qualité des soins. Il y a besoin de plus de personnel, il y a besoin de moyens financiers, et il y a besoin de desserrer donc cet étau d'un ONDAM qui est particulièrement famélique. Et vous voyez l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Tout à fait, voilà, tout à fait. Quand parfois on jargonne un peu. Et là, c'est vrai que c'est un peu curieux parce que de tous les bancs, je vois le président des affaires sociales nous dit qu'il y a la dictature de l'ONDAM, mais finalement, ils arrivent à voter les mesures qui sont proposées par le gouvernement. Or, les mesures qui sont proposées par le gouvernement, c'est moins de moyens pour l'hôpital public. Ça veut dire qu'il est impossible de satisfaire les critères prévus pour les hôpitaux avec le manque de moyens actuels. Et d'ailleurs, il y a un système de bonus, il y a aussi un système de malus qui est prévu si on ne satisfait pas les critères. Voilà, alors il y a un système de bonus-malus, et là, moi, je suis un petit peu étonnée de voir que le gouvernement va sanctionner, alors que les hôpitaux sont en difficulté, qu'il y a des dettes importantes, qu'il y a un manque de moyens pour rénover les services, etc. Alors que jusqu'à présent, quand on demande, par exemple, au niveau des entreprises des sanctions, souvent on nous dit non, il faut des mesures incitatives. Mais là, c'est curieux, pour les établissements de santé, la ministre veut les sanctionner. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut absolument arrêter de faire
des économies sur le dos de l'hôpital. En revanche, le gouvernement commence à s'affranchir de la tarification de l'activité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous saluez? Écoutez, moi, c'est ce que je viens de dire avec un peu d'humour dans l'hémicycle, c'est-à-dire que finalement, le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste avait raison avant l'heure, puisque nous avons dénoncé dès le départ la tarification à l'activité. On nous a dit non, c'est absolument le nec plus ultra. Aujourd'hui, on parle de réfléchir et de modifier cette tarification à l'activité, c'est une bonne chose. Pareil pour le numerus clausus, manque de moyens, déserts médicaux qui s'aggravent. On l'avait dénoncé en son temps. Aujourd'hui, la ministre dit oui, il ne faut plus de numerus clausus. Donc voilà, la petite musique que lançait le groupe, finalement, commence à être entendue. Après, il faut être vigilant et savoir quels sont les moyens qui vont être mis à disposition des établissements. Bien, merci beaucoup, Laurence Cohen, pour cette réaction. Merci à vous. Merci Tam. En bref, la mission d'information sénatoriale sur les infractions sexuelles sur mineurs qui a été créée, je vous le rappelle, après le rejet d'une demande de commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, aura 3 rapporteurs, 3 femmes. Il s'agit des sénatrices Marie Mercier, LR, Michèle Meunier, socialiste, et Dominique Vérien, sénatrice centriste. On en vient, et puis j'ajoute que Catherine Deroche sera la présidente de cette mission d'information commune à la commission des lois, des affaires sociales, mais aussi de l'éducation. On en vient maintenant à notre débat aujourd'hui. Il concerne le doublement de la prime à la conversion. C'est la mesure phare du gouvernement pour apaiser la colère des Gilets jaunes. Un nouveau dispositif baptisé Super Prime va voir le jour. Il devrait permettre aux ménages les plus modestes d'acheter une voiture moins polluante. Les explications de Jonathan Dupriez. À la suite des annonces d'Édouard Philippe, Éric est venu se renseigner chez son concessionnaire. Il aimerait changer son diesel de 2012 contre une hybride plus récente, mais c'est impossible. La voiture que je change est trop récente. Et niveau impôt, je suis imposable. Aujourd'hui, 2 primes à la conversion existent. Celle à 1 000 € pour les ménages imposables et celle à 2 000 € pour ceux qui ne le sont pas. Toutes concernent la reprise de véhicules anciens, diesel ou essence, pour le rachat de nouveaux, moins polluants. À partir du 1er janvier 2019, nouveauté, 20% des foyers les plus modestes pourront toucher une super prime de 4 000 €. Ce client est éligible. Je vais regarder ce que je peux vous proposer. J'ai une 106 qui est assez âgée et je voulais donc racheter une petite voiture dans les mêmes gabarits pour mon épouse. Ce concessionnaire vend près de 3 000 véhicules par an grâce à la prime à la conversion, dont la moitié de diesel, surtout d'occasion. La super prime devrait encore faire progresser ce marché, bon pour les affaires, mais aussi pour la planète. C'est clairement une mesure qui va être efficace pour renouveler le parc vétuste. Aujourd'hui, on trouve des véhicules éligibles à la prime reconversion disponibles tout de suite à la vente à partir de 5 500 €. Un revenu modeste qui va bénéficier de cette prime de 4 000 € aura 1 500 € à débourser pour changer de voiture. Pierre Chasseret ne s'oppose pas à la super prime, mais il déplore qu'elle ne réponde pas aux attentes des Français. On ne demandait pas un plan de conversion automobile, tant mieux s'il est mis en place. Ce qu'on demande avec véhémence et surtout avec rapidité, c'est la suppression de cette taxe carbone qui vient gréver le pouvoir roulé et le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement espère que la mesure permettra d'atteindre 1 million de primes à la conversion d'ici à la fin du quinquennat. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Marie Chéron, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable mobilité à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Soyez à la bienvenue. Ronan Dantec est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur RDSE de la Loire-Atlantique. Jean-François Husson est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur LR de Meurthe-et-Moselle. Et puis j'accueille Philippe Zawati. Vous êtes expert en finances durables, par ailleurs militant La République En Marche. Merci à tous les 4. Première question pour vous, Marie Chéron, puisque on voit cette super prime de 4 000 € pour les Français les plus modestes. On a vu un petit peu le profil des personnes qui allaient pouvoir en bénéficier. Est-ce que ça vous paraît une bonne mesure ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on avait besoin, là, dans la situation, d'avoir des mesures d'urgence. Donc, c'est quelque chose qu'on salue, évidemment, et là, je parle au nom des ONG. Néanmoins, on sait que ce ne sera évidemment pas suffisant et qu'on va avoir besoin de mesures plus structurantes, puisqu'aujourd'hui, pouvoir racheter un véhicule diesel ou essence n'est pas une solution en soi, étant donné que ça reste un piège, une certaine trappe à pauvreté, puisqu'on sait très bien qu'à un moment donné, ces véhicules ne pourront plus rouler. Ils ne pourront plus rouler en ville dans quelques années, et progressivement, on va devoir se passer de ces carburants fossiles. Donc, c'est une réponse d'urgence, mais ce n'est pas une réponse sur le long terme et on va devoir aller plus loin.
Ce n'est pas une solution à long terme, cette prime à la conversion, Ronan Dantec. Moi, je pense que c'est une bonne mesure. Je crois qu'on a l'exemple quand même de l'évolution entre le parc diesel et le parc essence. Il y a 8 ans, le diesel, c'était presque 75% des achats de véhicules neufs, c'est 36% aujourd'hui, divisé par 2 en 8 ans, et notamment par la politique fiscale et le volontarisme des gouvernements. Il y en a sur certains points. Donc je pense que cette prime peut amener effectivement vers la casse des véhicules très polluants très vite. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres questions qui sont des questions d'offres de transport collectif, où là on voit bien que les collectivités sont toujours, avec Jean-François Husson, ce n'est pas faute de plaider dans ce sens-là, les oubliés de la stratégie du gouvernement, mais j'espère que ça va évoluer maintenant assez rapidement. Donc on a besoin de transport collectif, et puis surtout, c'est pas qu'une question de voiture, c'est une question d'aménagement du territoire. Ce sont des ménages modestes qui ont quitté la ville parce qu'elle est trop chère, qui sont en 2e, 3e couronne et qui se trouvent captifs. Donc s'il n'y a pas une politique d'aménagement du territoire, sur l'emploi, sur le prix des logements, si vous voulez bien, on n'y arrivera jamais. Donc ce n'est pas qu'une question de carburant, c'est important de le souligner. Si on reste dans un premier temps sur cette prime à la conversion, Jean-François Husson, on voit quand même le succès du dispositif, même victime de son succès. Est-ce que vous pensez que l'État pourrait être prêt justement pour aller vers cet objectif qui doit être doublé justement? Et je crois que cette prime, il ne faut pas dire victime. Quand les choses se passent mieux que prévu sur des objectifs, moi, ça ne me pose aucun souci. Il faut juste remettre de la rationalité. Et moi, ce que je ressens, globalement, c'est que c'est plutôt des petites choses qui manquent de vision stratégique. Moi, je reviens simplement sur les grands enjeux, pollution, lutte contre les gaz à effet de serre. Enfin, globalement, aujourd'hui, on n'a pas de vision. Nicolas Hulot l'a rappelé au moment de son départ. Je vais vous dire, on va prendre un exemple, puisqu'on parle de prime à la conversion, baisse de la pollution. On a rendu au Sénat un rapport de commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Je suis au regret de dire que depuis la publication de ce rapport, jamais aucun des ministères ne nous a ni reçus, ni pris en compte la moindre des mesures qui étaient proposées. Il faut juste que la démocratie fonctionne bien en France. Vous lancez peut-être un appel justement aujourd'hui sur ce plateau gouvernement à une meilleure prise en compte. Je l'ai redit au ministre François de Rugy, qui n'a pas d'ailleurs répondu à mon interpellation il y a 8 ou 10 jours. Il y a aujourd'hui urgence à agir, clairement, oui. C'est une mesurette, ça ne va pas permettre de faire baisser la pollution, cette prime à la conversion. Non, c'est loin d'une mesurette, on voit bien, c'est ce qui vient d'être dit, c'est un gros succès. C'est un gros succès et avec l'objectif de l'amplifier, de faire 1 million de conversions pendant le quinquennat. Une prime à la conversion qui d'ailleurs ne date pas de maintenant, elle a été amplifiée, mais elle a été créée. Alors elle date de 2015, effectivement. Effectivement, et puis bon, qui a été rehaussée par Nicolas Hulot, et puis à nouveau maintenant avec ce doublement. Oui, ça marche. Ça élimine des voitures qui sont extrêmement polluantes, qui sont très, très anciennes, et ça les enlève du marché. Et ça démarre la transition vers des véhicules nouveaux, moins polluants, y compris électriques et hybrides. Probablement pas suffisamment, mais y compris électriques et hybrides. Et effectivement, vous citiez le chiffre sur le diesel, on le voit aussi dans la consommation de carburant. La consommation de carburant a baissé de façon assez forte sur le diesel, moins 5,5% dans le diesel, plus 2,2% sur l'essence. Donc il y a bien cette opération de bascule qui se fait avec une baisse générale de la consommation de carburant. C'est-à-dire que ces signaux prix aussi, on va y revenir, mais les signaux prix, ça fonctionne aussi. Donc non, c'est pas une mesurette et ça s'inscrit dans une stratégie, parce que quand on dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie et en même temps critiquer le fait que cette taxe carbone augmente année après année. C'est une stratégie qui a été mise en place effectivement déjà depuis un certain temps. D'abord, je voulais deux éléments. Puisqu'on va être précis sur la pollution automobile liée au diesel et à l'utilisation des véhicules. Je veux juste rappeler, la pollution, c'est 1/3 la pollution au gaz à échappement sur un véhicule, 1/3 l'abrasion des pneus, le fait de circuler. Donc. Et puis le troisième, c'est les particules fines des plaquettes. Donc si on veut aller au bout du bout, eh bien on travaille sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ce travail n'est pas fait. Donc il ne faut pas que l'automobiliste devienne quelque part un peu le faire-valoir ou la vache à lait de tout ce qui ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut quand même être très attentif à ça. Il faut être des acteurs. Deuxième élément, à Paris, la pollution du métro est supérieure à la pollution aérienne.
Vous ne croyez pas qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là ? Alors peut-être, Marie Chéron, on va avancer dans ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle aussi de ces constructeurs automobiles? Est-ce qu'ils sont prêts, eux, à relever ce défi de véhicules propres? Pour nous, c'est une vraie question. On attendait justement, peut-être dans les annonces du gouvernement, on aurait aimé qu'il y ait quelque chose venant de la part des constructeurs. Le président de la République avait annoncé que les constructeurs étaient prêts à mettre la main à la poche et à renforcer ces primes. On sait qu'en 2018, sur le premier semestre, il y a eu des offres commerciales très largement renforcées sur tout le premier semestre, mais ce n'était pas sur les véhicules électriques, c'était sur les véhicules essence et diesel. Et ça, c'est dommage. On aimerait que le gouvernement puisse aussi appuyer pour que les constructeurs s'engagent de manière beaucoup plus ferme et qu'il y ait un message commun qui soit « oui, on sort du diesel et de l'essence ». Je me permets de rebondir juste sur ce que vous disiez. Je crois qu'il faut sortir de la bataille un peu diesel-essence, qui pollue le plus ou moins. De toute façon, on va devoir sortir des deux. Et ça, dans 10-15 ans max. Voilà. Ronan Dantec, sur cet aspect des constructeurs automobiles, on voit aujourd'hui, alors sans citer forcément de marque, mais c'est la Zoé Renault qui est la plus vendue, ça coûte à peu près 23 000 €. Et pourtant, le gouvernement veut s'adresser aux gros rouleurs. Or, ce type de véhicule ne correspond pas forcément aux attentes de ces automobilistes qui roulent. Oui, mais il y a la voiture la plus vendue aujourd'hui, c'est l'hybride de Toyota, dans ces modèles peu de segments, donc il y a de vrais succès industriels et l'industrie automobile française est plutôt mieux placée quand on voit la stratégie d'Angela Merkel pour ralentir les transitions sur l'automobile. On voit que l'industrie française est plutôt mieux placée. Donc plus on accélère la mutation, mieux c'est pour l'industrie française. Là au moins le co-bénéfice est assez évident. Mais il y a bien deux débats. Il y a un débat sur la pollution où quand même le diesel est un polluant extrêmement important. C'est pas le seul, mais c'est quand même un polluant extrêmement important. Et je crois que le Dieselgate, ce scandale absolu, a scellé aussi la fin du diesel. Voilà, et les constructeurs sont aussi responsables. Mais maintenant, le grand problème, c'est quand même les émissions de CO2. Et moi, le droit à rouler de ce représentant de 40 millions d'automobilistes, je me dis, il n'a pas de gamin, c'est pas possible. Enfin, s'il dépasse pas son droit juste à utiliser son véhicule, c'est problématique. Moi, mon problème aujourd'hui, je crois qu'on est tous très attentifs à ce qui se passe avec les gilets jaunes. Et moi, je veux surtout pas stigmatiser avec finalement le bobo urbain qui penserait à ses enfants, à la planète et au moyen terme, et celui qui est en périurbain, qui a du mal à finir son mois, et les deux allant l'un contre l'autre. Il ne faut absolument pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il y a des questions sociales fortes, et je l'ai dit, notamment d'aménagement du territoire et de logement, mais il faut aussi avoir un discours de vérité, disant aux uns et aux autres, les carburants fossiles, c'est fini, sinon la planète va tellement se dérégler que les crises sociales qui sont devant sont bien plus graves que la situation actuelle. Donc il faut bien trouver là un compromis social, donc il faut accompagner, y compris des chèques mobilité pour les personnes en situation de contrainte, mais c'est un langage de vérité. Si on ne tient pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre en France, elles ont augmenté ces dernières années, et tout simplement comment être sûr que cette prime à la conversion va bien servir à acheter des véhicules moins polluants, puisqu'on a vu dernièrement bien que... les règles sont assez claires. On élimine bien les véhicules les moins polluants. On s'est rendu compte que cette prime servait à acheter pour 47% des voitures diesel. Elle sert à acheter des véhicules qui sont très nettement moins polluants que ceux qui sont éliminés. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais encore diesel qui reste supérieur par rapport à l'essence. Encore une fois, le mouvement diesel contre essence, il a eu lieu, il est massif, on vient de le voir, et c'est le sens de l'histoire, et il va se terminer. Et je pense qu'il faut effectivement bien découper les choses entre les sujets de pollution et les sujets d'émissions de CO2. On est face, et là je suis 100% d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, on est face à un enjeu climatique qui est absolument majeur. Cette transition, il va falloir la faire. On n'est qu'au début de cette transition. Pour le climat, c'est pas tout à fait la même chose. On est qu'au début. On est qu'au début de cette transition. On est qu'au début. Ce qu'on est en train de regarder là, c'est le tout début de cette transition. La fiscalité, globalement, elle va devoir changer. Aujourd'hui, la part de la fiscalité qui est appuyée sur des sujets carbone, en France, c'est autour de 3%. C'est moins que ce qui se passe dans certains autres pays. Et il y a une trajectoire qui, effectivement, est faite pour que ça augmente. Donc on est sur une évolution fiscale. En France, c'est quand même un vrai sujet. On est sur une... quand même champion d'Europe des prélèvements obligatoires. Donc mélangez absolument pas tout. Enfin, je veux dire, c'est pas. On peut avoir un débat sur tout et n'importe quoi, mais on peut aussi se focaliser sur le vrai sujet. Là, on est en train de parler d'un sujet majeur qui est le sujet du climat et le sujet du carbone, et de savoir si oui ou non on veut faire cette transition
transition. Ensuite, il faut la faire de façon juste, cette transition. Ah bah, et ce sont elle les n'est pas mesures vraiment aujourd'hui. Et ce sont les mesures qui effectivement viennent d'être prises, qui montrent qu'on est en train de prendre conscience effectivement que cette transition, elle va avoir des gagnants et des perdants, et qu'il faut compenser là où il y a les plus importants perdants. Alors, si on est déjà d'accord sur ces deux grands objectifs-là, le reste, eh bien, on peut discuter effectivement du reste. On peut partager un diagnostic. Si déjà on n'est pas d'accord là-dessus, on peut partager un diagnostic. Jean-François Husson, allez-y. On peut partager un diagnostic et honnêtement, je récuse à qui que ce soit ici ou ailleurs. Moi, j'ai aucun souci d'engagement au service de l'écologie, des préoccupations environnementales. Ça fait 20 ans que je me bats en tant qu'élu. Voilà, donc c'est aussi respectable. Oui, c'est une déclaration de principe. Non, c'est pas une déclaration de principe. Mais concrètement, c'est très simple. Donc, dans les majorités précédentes, par exemple, vous avez voté quoi, etc. Moi, je vais vous dire, prenez par exemple les certificats d'économie d'énergie. Voilà un sujet qui est excellent parce que ça. En même temps, vous avez les acteurs privés et les acteurs publics qui peuvent coopérer ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, pourquoi il y a ce souci, à mon avis? D'abord, c'est l'accumulation d'un certain nombre d'insatisfactions, mais surtout parce qu'il n'y a pas de justice et que ça vient remettre une couche de fiscalité supplémentaire. Il faut donc procéder à des arbitrages. Ces 500 millions sont précisément des éléments de justice. En direct du porte-avions Charles de Gaulle, il a tenté de réexpliquer sa stratégie. On va le réécouter, je vous ferai réagir après. Ceux qui sont les plus modestes, ceux qui travaillent tous les jours et ont besoin de prendre leur voiture, ceux qui sont dans une chaudière avec une chaudière au fioul et qui ne peuvent pas la changer, il faut les accompagner. C'est ce que le Premier ministre a annoncé ce matin. Vous parlez d'écoute. Les aider à changer justement leur chaudière ou leur voiture. Quand on annonce qu'on va doubler la prime de conversion des véhicules, c'est considérable. 4 000 € pour quelqu'un qui veut changer son véhicule, et il peut acheter un véhicule d'occasion avec ça. Ça veut dire qu'un véhicule de 5 000 € qu'il peut avoir sur le marché d'occasion, qui est éligible à cette prime, il n'aura à payer que 1 000 €. Ça veut dire accompagner aussi avec l'indemnité kilométrique des gens comme ceux que j'ai rencontrés à Maubeuge la semaine dernière. J'ai vu des salariés qui m'ont dit en toute bonne foi, nous on est obligés de beaucoup se déplacer pour le travail, et aujourd'hui c'est nous qui payons. Marie Chéron, il vous a convaincu, le chef de l'État, justement, hier ? Convaincu, non. Non, pas convaincu. Je crois que la question qui se pose ici, c'est de savoir comment on va accompagner les gens dans la transition et comment on ne laisse pas les plus modestes sur le bord de la route. Donc ça, c'est la première chose. Mais pour ça, il faut donner une vision. Donc encore une fois, là, il nous parle des mesures d'urgence. Nous, ce qu'on veut, ce que je disais tout à l'heure, c'est des mesures structurantes. On a la loi d'orientation des mobilités qui va arriver avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Monsieur Macron, vers quoi nous emmenez-vous ? Quelle est votre vision pour l'avenir de la France, pour l'évolution du mode de vie des gens? En fait, c'est ça la vraie question. Tous les gens, ils ont envie d'avoir un logement qui soit bien isolé, dans lequel c'est confortable et on vit bien. Tout le monde a envie de pouvoir se déplacer. Maintenant, on sait qu'on va devoir laisser la voiture et peut-être utiliser autre chose. Dites-nous ce qu'on va utiliser demain. Parce qu'en même temps, il y a un certain nombre de régions où les gens se plaignent parce que les petites lignes ferment, que les transports en commun, bus et autres, ne sont plus rentables. Donc voilà, il faut recomposer ce schéma-là. Il faut qu'on donne une vision. Et on a les outils. En plus, alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a une opportunité géniale. C'est que là, dans la foulée, dans 10 jours, on a la loi d'orientation des mobilités, la PPE qui sont présentées. Et bien voilà, là, on attend des discours quand même un peu plus visionnaires. C'est le gros manque de tous les politiques. Ronan Dantec, est-ce qu'on aura une vision stratégique à travers ces deux projets de loi qui sont évoqués? J'espère que sur la loi mobilité, je pense qu'il y a de vraies avancées quand même. Sur le ferroviaire, ce gouvernement a repris la dette de la SNCF. Il y a des investissements sur les lignes existantes. Il y a encore des soucis sur des petites lignes. On sera extrêmement vigilant, mais il y a une stratégie. Il m'arrive d'être très critique sur ce gouvernement. Je pense que sur la mobilité, je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Sur la PPE, là, j'attends avant de me prononcer. Mais surtout, sur les gilets jaunes, certains veulent profiter aussi de cette détresse financière qui existe sur les territoires. On est des élus des territoires, on la connaît, pour taper une fiscalité écologique dont ils ne veulent pas. C'était votre première interview. C'est-à-dire des gens qui considèrent globalement le climat, c'est pas un enjeu majeur, qui restent dans le monde du climato-sceptique et qui en profitent. Oui. Comment je crois que le gouvernement leur expliquer, puisqu'on a vu plusieurs interventions du chef de l'État hier, Édouard Philippe, hier matin sur une radio, les gens n'ont pas... J'ai l'impression d'un débat biaisé. La fiscalité écologique dans le budget 2019, pour l'essence, c'est 8 milliards sur les 35 milliards de recettes pour l'État. Il y a 27 autres milliards, il y a notamment tout simplement la TVA, parce que si le prix du baril augmente, la recette de TVA augmente. Pourquoi tout le monde se focalise? C'est les mêmes arguments que les nôtres. Pourquoi tout le monde se focalise sur la fiscalité écologique? Je crois que le gouvernement, après effectivement l'épisode Hulot, a besoin de montrer qu'il tient la position là-dessus, et je pense que certains
font l'erreur d'aller dans le sens de remise en cause de la fiscalité écologique, ce que le gouvernement attend. Et de l'autre côté, il y a des gens, effectivement, qui n'en veulent pas et qui en profitent, notamment dans le lobby de l'automobile. Mais il a manqué sa cible, Emmanuel Macron. L'erreur du gouvernement, c'est le narratif sur les 35 milliards, sur les 8 milliards de la fiscalité écologique. Il n'y a que 1 milliard qui va vraiment sur la transition. On a demandé depuis longtemps, avec tous les réseaux de collectivités, de l'argent pour les territoires. Il faut ce narratif. Il n'est pas à la hauteur. Il faut ce narratif-là très vite. Est-ce qu'il a manqué sa cible hier, Emmanuel Macron, justement, en voulant calmer cette colère des Gilets jaunes et avec les annonces de l'exécutif? Mais je crois que le point qui a été dit ici est exactement vrai. C'est-à-dire que le vrai combat, aujourd'hui, il est entre ceux qui disent l'écologie, le climat, on s'en fiche, on ne veut pas effectivement avancer dans cette voie-là, et donc il n'y a pas besoin de fiscalité sur l'essence et sur le carbone, etc. Et puis ceux qui manifestent aussi dans la rue, comme on l'a vu, les semaines dernières avec les marches pour le climat, parce que il y a les gilets jaunes, mais il y a aussi des gens qui sont dans la rue qui ne les opposons pas. Ne les opposons pas. Il ne faut pas les opposer. Il y avait un excellent édito. Vous êtes en train de les opposer. Non, je n'oppose personne. Est-ce que tous ces gilets jaunes sont forcément climato-sceptiques selon vous? Non, surtout pas. Mais je crois vraiment pas qu'il faut voir les choses comme ça. Il ne faut pas les opposer. Je crois que la majorité des Français le déclarent, les sondages le disent. Ils ont aujourd'hui envie de s'investir. La majorité des Français sont pas comment. Et les gilets jaunes sont une petite part des Français, mais je ne pense pas qu'il faut les stigmatiser. Et surtout, je pense qu'il faut comprendre aussi la colère sociale qu'il y a derrière. Par contre, si on regarde bien la première pétition qui avait été lancée et qui avait fait 700 000 signatures, oui. Une des premières mesures qui avait tout en bas de la pétition, c'était arrêter de vendre des diesels et des essences. Je pense que ces gens ont quand même une conscience. Seulement, ils sont piégés. Et quand on est piégé, on est en colère. Donc ça, il faut l'entendre. Et il faut les sortir de là. Voilà. Jean-François Husson, il y a cette conscience écologique chez les Gilets jaunes, mais c'est une colère qui va au-delà, qui s'exprime. Alors évidemment, hein, mais je pense que la colère, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une accumulation d'insatisfaction et de sujets qu'on a laissés comme la poussière sous le tapis. C'est jamais bon. Et notamment le fait de vouloir depuis 20 ans. Mais depuis 30 ans, comme les problèmes des mobilités, si vous voulez, ce qu'on a dit tout à l'heure. Pas depuis 30 ans, je vais vous dire, c'est assez simple. Quand le président de la République dit j'entends la colère, une fois, deux fois, j'assume, c'est pas entendre qu'il faut, c'est écouter et proposer des solutions. Vous l'avez dit, il ne faut pas être dans le narratif. Moi, les grands discours. Il l'a fait hier, ça ne suffit pas. Mais il le dit maintenant, moi j'attends de voir les mesures. J'attends de voir les mesures. Il faut des actes concrets pour emmener les Français. Et pour les emmener, il faut leur faire partager la vision. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils ont en première priorité sur l'enjeu environnemental, IRSN étude 2017, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 43% des Français mettent la protection du climat en sujet numéro 1. Donc retrouvons-nous et faisons un New Deal énergétique. Mettons les choses sur la table. Parce qu'aujourd'hui, la PPE, elle est faite dans les bureaux. Et puis le Parlement, il est juste là pour en prendre connaissance. On n'est pas au rendez-vous. Respectez les élus, jouez avec les territoires et surtout, faisons France ensemble. C'est ça qui est important. Oui, très rapidement. Moi, je crois que Philippe Zouati a voulu parler des gens qui profitent aussi des Gilets jaunes, comme Fantassin, qui, eux, ne veulent pas de cette fiscalité écologique. Merci. Donc, nous, je crois que, justement, et c'est la responsabilité du gouvernement, de montrer que cette fiscalité, elle va au service de la cohésion sociale, elle va au service des plus démunis. Et là, les dernières mesures vont quand même plutôt dans ce sens-là, mais elles arrivent tardivement et elles ne sont pas encore à l'échelle. Donc, on appelle, nous, le gouvernement, à aller plus loin dans la réponse au problème social qui s'exprime là, dans le lien, et là avec Jean-François Husson, on a multiplié je ne sais combien d'initiatives pour dire au gouvernement, travailler avec les territoires, on a des propositions, et effectivement, il faut qu'on soit clair sur le fait d'atteindre nos objectifs climat, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, d'être clair sur le fait que nous allons sortir de l'automobile à base d'essence ou de diesel, ça c'est certain, et organisons-nous là-dessus, mais on ne pourra pas la transition écologique, c'est pas la voiture. Et nous ne pourra pas ralentir sur la et nous allons sortir aussi des chaudières à fioul, comme l'a annoncé le gouvernement. Et on va je le défends. Mais non, ils ne peuvent pas, c'est un... Et on va dire que dans 10 ans, il n'y aura plus de chaudières à fioul en France, et on aura effectivement réussi ça. C'est-à-dire donner une vision, et puis ensuite
aider les gens à atteindre cette vision. L'État aura les moyens de financer ces nouveaux objectifs de prime à la conversion, puisqu'on parlait quand même du succès inattendu de la précédente prime. On sait qu'il y a eu des retards de paiement, l'agence de paiement qui s'est vite retrouvée dépassée, Ronan Dantec. Comme il va y avoir 1,5 milliard de plus de recettes de la fiscalité écologique, a priori, ça doit payer les choses, à condition qu'on n'utilise pas cet argent. Parce que là, je crois que les Français ne sont pas d'accord. Ah oui. Cet argent, ils sont prêts à le mettre si ça va sur la transition. Et effectivement, ça ne peut pas aller sur le budget général sans narratif. On l'a dit il y a des années à tous les ministres qui sont passés en disant si vous n'avez pas un narratif, ça va mal finir, ça va se gripper, et on est à ce moment-là. Il faut faire attention à ça. Il y a quand même un vrai sujet, c'est que... Au Sénat, le groupe LR propose de supprimer cette hausse sur la taxe sur les carburants. Il propose la sur-hausse. Ouais. Nous, on était calés l'année dernière sur deux choses. On prend la contribution climat-énergie telle qu'elle était prévue initialement pour arriver à 100 € la tonne de carbone en 2030. C'est déjà un effort. Donc, on avait dit, chaque année, on regarde ce que ça donne. Je tiens le verbatim de ce que j'ai dit l'an dernier. Attention, parce que même quand le Parlement est d'accord, et on l'avait vu avec l'écotaxe, les Français peuvent réagir. Et j'avais dit, nous ne voulons pas voir naître une nouvelle vague de bonnets rouges. Alors, ce n'est pas des bonnets rouges, c'est des gilets jaunes, mais c'est beaucoup plus inquiétant. Donc, il faut être responsable. Il faut aujourd'hui, moi j'en appelle à la responsabilité. Parce que dans ce temps, également, qu'est-ce qui se passe? Un endettement qui continue de fuiter. Un déficit budgétaire qui augmente l'année prochaine, vous verrez. Pour des raisons que vous connaissez très bien. Avec une fiscalité qui est visionnaire, Jean-François Husson. Malheureusement, oui. Merci Ronan Dantec, merci Jean-François Husson, merci à vous Philippe Zawati, merci Marie Chéron d'être venue sur ce plateau. Merci. Vous le savez, le Sénat poursuit l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va d'ailleurs retrouver Alexandre Poussard depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Alexandre, vous suivez pour nous ces débats et on a parlé de la fin de la tarification à l'acte dans les hôpitaux cet après-midi. Oui Delphine, puisque les sénateurs continuent d'examiner la réforme de l'hôpital et notamment le financement de l'hôpital. Et le gouvernement veut mettre fin progressivement à la tarification à l'acte pour passer à une tarification au forfait. Alors ce budget de la sécurité sociale 2019 crée un tarif au forfait pour les maladies chroniques comme le diabète et l'insuffisance rénale chronique. Alors c'est une première étape, mais les sénateurs ont demandé d'aller plus vite à Agnès Buzyn et notamment d'étendre ce forfait aux médecins de ville qui gèrent 90% du diabète et de l'insuffisance rénale chronique. Écoutez la réponse d'Agnès Buzyn. Il nous semblait que pour passer à une prolongation de ce parcours à la ville, il nous fallait un temps de concertation avec les professionnels de ville. Ce temps est prévu au cours de l'année 2019 pour figurer au PLFSS 2020. Quelque part, j'ai envie de dire que votre amendement est déjà satisfait puisque la démarche est engagée, mais nous n'étions pas prêts pour le présenter aujourd'hui en 2019. Donc, c'est la poursuite logique, évidemment, de la tarification au parcours et normalement, ce sera proposé dans un an. Le gouvernement va donc mettre fin progressivement à cette tarification à l'acte qui pousse les hôpitaux à la rentabilité et qui avait été mise en place par la droite il y a 10 ans. Merci à vous Alexandre pour ces précisions. Le projet d'accord sur le Brexit obtenu entre Londres et Bruxelles va-t-il aboutir? Les inquiétudes persistent sur son adoption finale, d'autant que Theresa May doit faire face à des démissions en série, comme l'explique Adrien Devely. Après un an de négociations tortueuses, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont fini par s'entendre sur un projet d'accord de Brexit. Ce traité nous rend le contrôle de nos frontières, de nos lois et de nos finances. Il protège les emplois, la sécurité et l'intégrité du Royaume-Uni. Et il agit d'une manière que beaucoup jugeaient impossible. 585 pages que la Première ministre a présentées ce matin. La question de la frontière irlandaise occupe une place importante de l'accord. Pour y remédier, un territoire douanier unique regroupant l'Union européenne et le Royaume-Uni pourrait voir le jour et ainsi éviter une frontière dure. Autre point important, celui de la période de transition. Elle devrait durer 21 mois, entre le 29 mars 2019, date à laquelle le Royaume-Uni devra sortir officiellement de l'Union européenne, et le 31 décembre 2020. L'accord prévoit notamment que pendant cette période, la Cour de justice européenne gardera sa compétence. Enfin, qu'en est-il des 3 millions d'Européens vivant sur le sol britannique? L'accord prévoit que ces derniers pourront avoir une activité normale, continuer d'y étudier et d'y travailler s'ils se sont établis au Royaume-Uni avant la période de transition. Cet accord, Theresa May l'a présenté jeudi au Parlement britannique après la démission dans la journée de 5 ministres de son cabinet, opposés à son contenu.
À la Chambre des communes, elle a une nouvelle fois souligné l'importance de ratifier le texte proposé. Le choix est clair. Nous pouvons choisir de quitter l'Union européenne sans accord, nous pouvons risquer de ne pas avoir de Brexit du tout, ou nous pouvons choisir de nous unir et de soutenir le meilleur accord que nous pouvions négocier. Le Parlement britannique devra voter en décembre sur la solution présentée. Un vote plus qu'incertain puisque même au sein de la majorité conservatrice, les avis divergent. De son côté, Bruxelles tiendra le 25 novembre un sommet censé entériner l'accord du retrait britannique de l'Union européenne. Et Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, experte en politique commerciale, est notre invitée. Le face-à-face est tout de suite. Bonsoir Elvire Fabry, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit Theresa May dans un contexte politique particulièrement difficile pour la Première ministre. Est-ce que vous pensez qu'elle peut trouver justement un accord, faire aboutir cet accord qui a été trouvé hier ? Écoutez, les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, depuis hier soir, on en va dire même pas 24 heures, on pouvait s'y attendre quel que soit l'accord. Donc ce n'est pas très surprenant. Et les déclarations qu'on a entendues depuis hier, que ce soit Boris Johnson, que ce soit Corbyn, que ce soit, étaient un peu intemporelles. C'est presque celles qu'ils auraient pu faire il y a 6 mois, il y a 15 jours. Donc ce n'est pas très surprenant. Ce qui était plus surprenant, c'était le soutien du gouvernement hier. On comprend aujourd'hui, avec la démission des différents ministres qui a eu lieu, qu'il y a eu une sorte d'abstention positive pour permettre à l'accord de passer. Maintenant, c'est vrai que la vraie question, c'est ce que ça va donner à Westminster et si on arrive jusque-là, si on arrive jusqu'en décembre, puisqu'on a vu que là, maintenant, il y a le leader du groupe de recherche du Parti conservateur qui a appelé à un vote de défiance. Oui. En cause, c'est le contenu de cet accord qui finalement s'éloigne d'un Brexit dur. Pour les uns, c'est trop dur. Pour les autres, ça l'est pas assez. Ou ils préféraient en tout cas sécuriser, pour les Brexiteurs les plus durs, y compris ceux qui sont du relève du UKIP, ils souhaiteraient sécuriser même la sortie du Royaume-Uni, quitte à ce que ce soit une sortie sans accord et donc quitte à ce que ce soit chaotique, plutôt que d'avoir cet accord. Encore une fois, quel que soit l'accord, on sait qu'il y aurait eu beaucoup d'opposition. Ce que l'on voit, c'est qu'actuellement, ce que l'on peut en décrypter, c'est que ça maintiendrait quand même le Royaume-Uni proche de l'Union européenne, tout en faisant attention au fait que ce qui a été conclu hier, ça ne concerne pas tant la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui reste à négocier, mais que ce sont des garanties qu'ont obtenues les Européens pour que, dans l'accord de sortie, le Royaume-Uni sortant au mois de mars prochain et après la période de transition, on n'est pas à rétablir une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Justement, sur ce point, puisque c'était un des points principaux de blocage, il n'y aura pas de frontière dure entre les deux Irlandes, avec cette possibilité d'un filet de sécurité, d'une période de transition. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Alors, c'est bien la question la plus épineuse du dossier du Brexit. L'objectif étant donc de ne pas avoir à rétablir de frontières pour ne pas compromettre l'accord du Vendredi Saint qui date de 1998, qui a mis un terme à 30 ans de conflit entre les protestants du Nord et les catholiques du Sud, et qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est en fait la ligne de délimitation, la frontière en tant que telle, même si aujourd'hui il n'y a pas de contrôle, traverse des villages, traverse totalement toute la société de l'île, on peut dire. Donc ce qui a été décidé là dans cet accord, c'était non pas comme la formule initiale des Européens qui proposait de maintenir l'Irlande du Nord dans l'union douanière, dans le marché unique, et en fait de repousser, on va dire, la frontière économique de l'Irlande du Nord à la mer, mais de maintenir l'ensemble du Royaume-Uni dans l'union douanière. Ce qui fait qu'il n'y aurait pas besoin de contrôle pour les tarifs douaniers, toutes les importations qui seraient faites dans le Royaume-Uni, et notamment qui maintiendrait le Royaume-Uni aligné sur la politique commerciale européenne, et parce que s'ils ont une politique commerciale différente, des tarifs douaniers différents, il faut établir des contrôles ensuite entre ce qui circule entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, avec des garanties supplémentaires, tout ça n'est pas simple, pour qu'il n'y ait pas en plus besoin de contrôle de frontières dures
pour contrôler l'alignement des normes entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, donc des aménagements. Et c'est là où on parle d'arrangements spécifiques pour l'Irlande du Nord. Et c'est aussi ce qui suscite quand même des réactions, notamment des unionistes d'Irlande du Nord. Alors, on le voit, le Premier ministre Édouard Philippe était également aujourd'hui à Dunkerque. Il s'est déclaré finalement inquiet aussi sur l'adoption finale, alors qu'il parlait d'un grand pas hier. On sait qu'il y a aussi des intérêts commerciaux, notamment au niveau des ports, de l'activité portuaire de Dunkerque, de ces ports proches de l'Angleterre. Il y a des inquiétudes réelles à avoir ? Oui, parce qu'en fait, l'alternative, si on a un vote de défiance, si on n'a pas, ou si on de Theresa May, ou si on n'a pas, l'accord ne passe pas à Westminster, au Parlement britannique courant décembre, ça veut dire qu'il faut se résoudre à une sortie du Royaume-Uni sans accord forcément, mais ça veut dire sans tous les termes qui ont été négociés sur l'accord de sortie. C'est une situation très chaotique parce que ça veut dire que le Royaume-Uni sort complètement de tous les accords actuels, notamment les transports, l'aviation civile. Formellement, les avions britanniques n'auraient pas le droit de voler. Dans les ports, ça veut dire qu'il faut rétablir tous les contrôles. Tous les contrôles, ça veut dire que ce sont des kilomètres de queue de camions. Il suffit d'avoir 2 minutes de plus de durée de contrôle aux frontières pour que ça crée 27 km de bouchons. Donc vous pouvez imaginer l'accumulation de problèmes que ça engendrerait. Est-ce que l'absence d'accord exonérait Londres de régler ses ardoises ? On sait qu'il y a des engagements budgétaires qui ont été pris dans le cadre du budget en cours pour la période 2014-2020. Ça représente 40 à 45 milliards d'euros. Oui, s'il n'y a pas d'accord, ça fait tomber aussi également cet engagement. Là, on voit bien que c'est un malus, on va dire que c'est un malus partagé des deux côtés. Pour ce qui est de cette contribution financière, les Européens devraient s'en passer. Mais de toute façon, je dirais que l'ardoise serait beaucoup plus élevée et serait encore beaucoup plus élevée pour les Britanniques en cas de sortie sans accord. Est-ce qu'il faut se préparer à un second référendum ? On sait que cette idée a été avancée. Écoutez, jusqu'à maintenant, c'est vrai que même pour une question de délai, d'organisation avant fin mars, ça paraissait peu réaliste. Et Theresa May a vraiment jusqu'ici écarté cette option. S'il y avait une situation où des élections générales sont précipitées, doivent être organisées, ou si l'accord ne passe pas le vote de Westminster et que l'on va vers un no deal, à ce moment-là, on peut se poser plus sérieusement la question je dirais que la question même d'un second référendum serait clarifiée. Ça veut dire où on sort, et c'est le chaos, le crash, mais est-ce qu'on est prêt à relever ce défi, ou est-ce qu'on suspend notre sortie de l'Union européenne et on annule le Brexit. Ça pourrait être, disons, une question comme celle-ci. Actuellement, ça n'est pas encore très réaliste. Mais bon, on voit bien que les choses se précipitent et que la nervosité même de tous les acteurs économiques sur ce risque de no deal et même éventuellement la pression des marchés sur l'économie britannique peut faire changer les choses d'une semaine à l'autre. On sait que l'Union européenne se prépare à tous les scénarios possibles, accord ou absence d'accord. Il y a ce sommet du 25 novembre. D'ici là, on ne sait pas ce qui va se passer pour Theresa May. Ça remet aussi en cause ce sommet européen, les difficultés que rencontre la Première ministre. Oui, parce que si jamais il y avait ne serait-ce qu'un vote de confiance qui est organisé, là on voit bien qu'il n'y aurait plus grand-chose à discuter au sommet du 25 novembre. C'est dans pas longtemps. La marge, le peu de temps qui reste, on voit bien que la pression monte. Et c'est sans doute aussi pour ça on peut décrypter aussi la précipitation qu'il y a du côté des parlementaires, des Brexiteurs les plus durs, et que dès le lendemain de l'engagement du cabinet, y ait cette perspective. Encore une fois, ça n'est pas encore... les 48 lettres qui devraient être envoyées par des parlementaires pour activer ce vote de défiance n'ont pas encore été annoncées. Eh bien, merci Elvire Fabry d'être venue sur ce plateau. Merci pour votre éclairage. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, au Sénat, un plan Marshall pour Marseille. 10 jours après l'effondrement meurtrier de 2 immeubles dans la cité phocéenne, Bruno Gilles, le sénateur LR du Bouches-du-Rhône, en appelle à l'État pour faire en sorte, je cite, que ça n'arrive plus jamais. Maïla Mandi.
Des échauffourées et un maire, Jean-Claude Gaudin, clairement désigné comme ennemi public numéro 1. À Marseille, la colère est montée de plusieurs crans pour la seconde mobilisation contre l'habitat indigne, plus d'une semaine et demie après les effondrements meurtriers d'immeubles. Face à l'urgence, c'est un plan Marshall que réclame le sénateur des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles. Selon lui, c'est d'abord le désengagement de l'État auprès des collectivités territoriales qui est à pointer du doigt et non la municipalité de Marseille. Vous savez très bien tout ce qu'on reproche à l'État, c'est ce désengagement, d'être trop loin. Donc là, finalement, cette main tendue, cet appel, ça serait la possibilité pour l'État de dire, ben voilà, moi je vais y aller dans ce plan Marshall à Marseille, parce que c'est la deuxième ville, parce qu'elle en a besoin. Et en même temps, je montre que l'État, le gouvernement, peut travailler avec les collectivités quand elles en ont besoin. Parmi les mesures demandées dans ce plan Marshall, le regroupement des services dédiés à l'habitat indigne, une application plus sévère de la loi du permis à louer contre les bailleurs privés qui offrent des logements insalubres, ou encore le recours à la police municipale pour signaler les logements non conformes. Ces propositions sont soutenues par la sénatrice Samia Ghali qui, il y a quelques jours, plaidait déjà pour des mesures fortes lors des questions au gouvernement. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de décréter un état d'urgence sanitaire et sociale de lutte contre l'habitat indigne pour Marseille. À Marseille, le logement insalubre concerne 40 000 logements. La moitié des maires veulent passer la main en 2020. C'est le résultat d'une enquête du Cevipof. À la veille du Congrès des maires de France, ils sont nombreux à ne plus vouloir se représenter. Les causes, vous allez le voir, sont multiples, mais ce résultat n'est pas un bon signe de vitalité démocratique. Quentin Calmy. Y a-t-il en France une crise de vocation des maires? C'est ce qu'indique l'étude du Centre de recherche de Sciences Po publiée aujourd'hui. Le Cevipof a recueilli le témoignage de 4657 édiles en France, soit 13% du nombre total de maires. Et le constat est morose. Un maire sur deux dit vouloir abandonner tout mandat électif. Un chiffre en hausse par rapport à la dernière étude réalisée. Parmi les principales causes énoncées par les maires pour expliquer leurs décisions, une très large majorité cite d'abord leur souhait de privilégier leur vie personnelle et familiale. 52% expliquent devoir faire face à un fort investissement en temps avec leur mandat. Mais surtout, 36% citent les exigences des habitants de leur commune et le comportement individualiste et consumériste de leurs administrés. Une relation de contribuable s'adressant à un simple fournisseur de services dénoncé par les maires qui ont accepté de répondre au questionnaire. Autre enseignement, 75% de ces édiles jugent négative la dernière réforme territoriale et en particulier la place prise par les intercommunalités. Une étude où apparaît un sentiment de résignation et d'incertitude, un coup de semonce à 4 jours du début du Congrès des maires de France. Et avant d'ouvrir le débat avec mes invités en plateau, on retrouve Tantra Nuit avec le sénateur LR de la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Oui, Philippe Dallier, la fracture entre l'exécutif et les territoires reste béante malgré quelques mois pesants du président de la République. C'était mi-octobre. Et puis le déblocage d'une enveloppe la semaine dernière de 250 millions d'euros à destination des départements. Est-ce que vous reconnaissez tout de même des pas faits par l'exécutif ? De très petits pas, alors, et qui ne suffisent pas à calmer effectivement l'inquiétude des élus locaux, que ce soit les maires, les présidents de conseils départementaux ou les présidents de région. Voilà, je trouve que le gouvernement et le président de la République ont mis énormément de temps à comprendre ce qui se passait sur le terrain. Peut-être que c'est... Il y a un début de compréhension ? En tous les cas, dans la parole, effectivement, on envoie des messages un peu plus sympathiques aux élus locaux, mais il s'est passé 18 mois avant qu'effectivement le gouvernement prenne conscience de la réalité du terrain. Et pour autant, ce qu'on nous annonce n'a pas calmé les esprits. Il y a toujours autant d'incertitudes sur l'avenir des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, il y a un recul pour le Congrès des maires la semaine prochaine, c'est qu'Emmanuel Macron ne viendra pas s'exprimer lors du Congrès des maires comme il l'avait promis d'ailleurs l'année dernière. A priori, il les recevra à l'Élysée. Écoutez, je trouve qu'il a tort. D'abord parce qu'il l'avait dit, il revient sur la promesse qui avait été faite. Et puis je pense que ça lui aurait permis effectivement de sentir l'ambiance. Vous savez, les maires sont généralement respectueux des institutions et le président de la République n'a rien à craindre. Mais c'est vraiment dans un dialogue direct qu'il va peut-être pouvoir ressentir et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Je trouve qu'il est regrettable qu'il ait changé d'avis.
Un mot sur cette étude du Cevipof qui a été rendue publique ce matin, Philippe Dallier, qui montre que la moitié des maires veulent passer la main en 2020. Oui. Ça ne vous étonne pas? Non. Mais c'est inquiétant tout de même. Oui, ça ne m'étonne pas. Et il y a les maires, mais il y a aussi les adjoints aux maires et les conseillers municipaux. Partout en France, il est devenu difficile, effectivement, de composer des listes et de trouver des gens qui ont envie de consacrer du temps à la collectivité. Et ça tient à différents facteurs, mais ça tient surtout à la difficulté de la tâche. D'un côté, nos concitoyens sont de plus en plus exigeants. De l'autre côté, toutes les collectivités locales sont mises au pain sec et l'État nous contraint de plus en plus. Et puis, les maires sont noyés dans des réunions sans fin avec les intercommunalités, avec les services de l'État. On a l'impression d'une perte de pouvoir des maires. Vous savez, j'étais maire pendant 22 ans et j'ai été élu en 95. Entre 1995 et l'année dernière, j'ai arrêté, effectivement, à cause du cumul des mandats, les choses avaient changé du tout au tout. Autant à l'époque, j'avais le sentiment et la réalité du pouvoir entre les mains, de pouvoir décider, autant maintenant c'est devenu infernal. Alors comment retrouver la flamme et comment revitaliser l'échelon communal ? Écoutez, d'abord, il faut donner de la visibilité. On nous annonce qu'on va supprimer la taxe d'habitation. On ne sait toujours pas de quels moyens on va disposer. C'est pas possible de construire l'avenir d'une commune. Ça ne se construit pas année après année. Ça se construit avec de la visibilité sur le moyen et long terme. Nous n'avons plus aucune visibilité. Voilà, on est là pour gérer la pénurie. On est là pour écouter nos concitoyens qui sont souvent mécontents. Alors, il y a effectivement un ras-le-bol qui s'exprime. Bien, merci beaucoup Philippe Dallier pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Et on va poursuivre ce débat en plateau sur ce malaise des élus. Alors que je le disais, un colloque se tient cet après-midi au Sénat sur la revitalisation de l'échelon communal. On sait que la Haute Assemblée a déjà formulé des propositions. Alors pour en parler, j'accueille Agnès Lebrun. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Morlaix, vice-présidente et porte-parole de l'AMF. Bienvenue à vous. Jean-Philippe Moine est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes le fondateur de la Revue Civique. Vous allez remettre ce soir au Sénat le prix de la démocratie. On va en parler dans un instant. Bruno Quetresse est également avec nous. Bonsoir, vous êtes chercheur au Cevipof. On va parler aussi de cette étude, on le rappelait, sur ces maires qui ne souhaitent pas se représenter aux prochaines élections municipales. Et puis le sénateur centriste du Nord, Olivier Henno, est également avec nous. Bonsoir, merci à vous. Agnès Lebrun, comment avez-vous pris connaissance des résultats de cette étude? Plus de la moitié des maires qui ont répondu à ce questionnaire, finalement, ne souhaitent pas se représenter aux prochaines élections municipales. Alors d'une part, il y a les maires qui ont déjà démissionné. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les 1300, 1500 maires qui ont démissionné et plus de la moitié, en effet, qui ont exprimé leur intention de ne pas se représenter. Je pense paradoxalement que c'est en toute responsabilité qu'ils ont pris cette décision et l'ont déclarée. C'est-à-dire qu'ils croient encore à la fonction du maire et malheureusement, ils constatent que cette fonction est totalement diluée, alors pour de multiples raisons, bien entendu. Mais dans tous les cas, pour moi, en tout cas, ça signifie que le maire refuse d'être une sorte de prestataire de service face à un citoyen qui peut-être lui aussi devient de plus en plus un consommateur de services. Mais bien sûr, il y a aussi le fait que la commune a beaucoup évolué. Vous savez, Sénèque disait il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne connaît pas son port. Eh bien, quand on n'a ni cap ni fondation, on bafoue un principe architectural de base qui est que lorsqu'on veut changer quelque chose dans une maison, on ne touche pas aux fondations. Or là, on bouleverse en permanence les fondations de la maison commune et puis on n'a pas de cap, c'est-à-dire aucune visibilité. Le matin, on nous dit quelque chose, le soir, on nous dit autre chose. Il y a un putsch permanent de la technostructure, il y a une inflation normative permanente, il y a une injonction paradoxale permanente. Une injonction paradoxale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande de faire plus en nous enlevant dans le même temps, les dotations, qui, faut-il le rappeler, ne sont pas des subventions, mais sont l'émanation des lois de décentralisation. Donc nous n'avons plus les moyens d'exercer nos compétences. L'intercommunalité, qui était un outil au service du projet de territoire, est devenue la supracommunalité, avec donc des compétences totalement diluées. Les maires ne s'y reconnaissent plus, les maires ne savent plus où ils vont, leurs communes ne savent plus où ils vont. Et en face, les administrés, évidemment, ont un lien au maire, qui a encore un lien d'attachement, mais qui est évidemment fortement dilué dans ce
maelstrom permanent. Bruno Cotresse, c'est vrai que c'est un des enseignements de cette enquête du Cevipof, ce lien finalement des administrés envers les élus, un lien quasiment consumériste. Oui, je dois dire, il faut souligner aussi le paradoxe et vraiment le résultat qui est... On réalise par ailleurs au Cevipof une enquête annuelle aussi sur la confiance des Français dans la politique. Et jusqu'à présent, on voyait que les Français s'en remettaient aux élus locaux, notamment le maire qui était investi d'un niveau de confiance extrêmement élevé par rapport aux élus nationaux dans notre enquête annuelle. Donc si on voit que maintenant, du côté des maires, qui pourtant sont perçus par les Français comme le seul échelon à peu près dans lequel ils ont encore confiance, si les maires de leur côté ont un gros coup de blues, qu'ils ont le sentiment que les administrés sont devenus des consommateurs, qu'ils ont le sentiment, ce qui apparaît très clairement dans cette enquête publiée aujourd'hui, ils ont aussi le sentiment d'une dépossession de leurs fonctions politiques, de leur poids administratif aussi à travers l'intercommunalité. Ils ont aussi le sentiment que le mouvement de recentralisation de la décision publique en France les prend en tenaille d'une certaine manière. On leur coupe les ailes sur les moyens budgétaires. En même temps, on fait une recentralisation administrative. Donc c'est tout à fait essentiel de réaliser que le maire, qui est pourtant cet échelon dans lequel les Français continuent d'investir leur confiance, lui-même ne va pas très très bien. Donc c'est une donnée tout à fait essentielle que nous avons publiée aujourd'hui sur le climat politique français aujourd'hui. C'est une situation paradoxale, Olivier Henno, à la fois cette confiance des Français envers leurs élus de proximité et ce malaise qui s'étend chez les élus locaux. Moi, j'ai pas du tout été surpris par le résultat de l'étude, parce que, étant maire depuis 2001 et jusqu'en 2017, jusqu'au cumul des mandats, j'ai vécu cette évolution. Parce qu'il y avait une répartition assez juste. Les petites communes, les personnes avaient une exigence de proximité. Les plus grandes communes, il y avait une exigence de professionnalisme. Et au fond, il y avait une répartition et puis un degré de satisfaction et les choses étaient claires. Mais aujourd'hui, les maires et les élus municipaux, d'ailleurs, sont sous le feu de cette double pression, proximité et professionnalisme, avec une exigence des personnes et des réflexes consuméristes. Et vous voyez, moi, ce dont j'ai peur, c'est l'engrenage. Je pense que, bien évidemment, il y aura des équipes municipales. Mais ce qui serait terrible pour la démocratie locale, c'est si on voyait, et on commençait déjà à le voir un peu en 2014, dans bien des villes ou dans bien des communes, une seule liste. Or, la force de la démocratie locale, comme démocratie parlementaire, mais démocratie locale, toute démocratie, c'est tout de même le pluralisme. Et ce dont j'ai peur, c'est l'absence de pluralisme. C'est que dans un certain nombre de villes, on voit une seule liste. Et auquel cas, ce serait un très fort affaiblissement de la démocratie locale et ce serait une forme d'engrenage. Alors, moi j'ai l'habitude de dire, je vais le moins dire parce qu'il faut de l'espoir. J'ai été élu maire, j'ai été élu 29 ans et 39 ans maire. Je ne crois pas que je ferais le même parcours, vous voyez, parce que c'était passionnant, il y avait des projets, on avait des moyens de faire des projets, on avait de la liberté à la fin, et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus le même plaisir d'être élu. Alors peut-être faudra-t-il aussi réfléchir à des évolutions sur les communes nouvelles, sur la taille des communes, chercher des lieux de démocratie, faire coïncider les institutions avec l'obligation de démocratie locale. Jean-Philippe Moignet, qu'est-ce que ça dit de l'état de notre démocratie locale, cette malaise ambiant des élus? Oui, il y a plusieurs choses qui ont été signalées. Il y a la perte de valeur, j'allais dire, de la fonction politique, qui est surtout nationale, mais qui devient aussi au niveau local. Donc cette dévaluation, finalement, et ce discrédit qui touche et qui frappe, notamment par les mouvements qui exploitent le sentiment de discrédit que sont les forces nationales populistes qu'on connaît à l'ultra-droite comme à l'ultra-gauche. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a un manque de reconnaissance en global des élus et qui touche les élus locaux pour la première fois de cette manière-là et de cette amplitude-là. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'il y a un phénomène nouveau. Vous avez employé à juste titre, madame, le mot de citoyen-consommateur. C'est qu'il y a ce phénomène de zapping qui touche le consommateur citoyen. Le citoyen se conçoit de plus en plus comme un consommateur. Ça a été analysé d'ailleurs par Jean-Paul Delvoye quand il était président du CESE et qui a tiré des signaux d'alarme sur cette dérive de la citoyenneté finalement, mais qui existe et qui fait aussi que les élus sont aussi eux-mêmes de plus en plus mobiles dans leur volonté, dans leur attachement. Et donc tout ça est un fait, c'est pas totalement négatif, il ne faut pas totalement assombrir. Et c'est vrai que les élus locaux sont très nombreux, ils sont très différents selon les différences, petites villes, toutes petites villes et grandes villes.
un mot quand même sur les moyens, parce que la question aussi de la charge normative est un vrai sujet. Gérard Larcher, président du Sénat, à juste titre, a évoqué cette inflation normative qui pèse surtout sur les petits élus. Les grandes villes, il y en a 300 qui se débrouillent bien avec des grands services juridiques. Rappelons quand même que l'inflation de la fonction publique territoriale a été très forte. Les effectifs d'emploi public ont été très forts en 20 ans, surtout pour la fonction publique territoriale, pas tellement pour la fonction publique d'État. Donc les grandes structures territoriales ont des moyens plus qu'il y a 20 ans, mais il y a effectivement cette force normative, cette difficulté normative plutôt, qui est très lourde à faire peser sur les élus de moyenne taille et surtout de petite taille, où le risque est de réduire le pluralisme démocratique qui est essentiel. Et notamment, ce qui apparaît dans notre enquête, c'est qu'effectivement, c'est du côté des élus des petites communes que le coup de blues est beaucoup plus important. Un syndrome. Avec un syndrome. Et quand on, bien sûr, savoir avec aussi la sociologie de ces élus des petites communes, parce qu'on voit que lorsqu'on cumule le fait d'être à la fois maire d'une petite commune et qu'on a passé la barre des 70 ans, on est beaucoup plus fréquemment amené à dire je veux pas me représenter. Et quand on regarde aussi les motivations, ce que les élus ont dit, de leur motivation pour ne pas se représenter, bien, même si on peut mesurer que c'est un peu paradoxal de parler de motivation à ne pas être candidat à une élection, mais les motivations, les motifs qu'ils présentent, ce sont des motifs d'ordre privé d'abord. Je veux m'occuper à nouveau des miens, de ma famille. La charge de mère est trop pesante, elle m'écarte trop. La notion d'intérêt général devient trop pesante. Et par ailleurs, vous aviez raison quand vous disiez tout à l'heure que beaucoup d'élus avaient peut-être moins le goût, le plaisir. Vous parliez de l'idée de plaisir. La deuxième raison, c'est qu'ils ont le sentiment d'avoir tout simplement accompli un devoir de citoyen. Le devoir de citoyen, c'est très noble, mais on voit que la notion de plaisir est peut-être moins importante. Et arrive ensuite la question des demandes exigeantes des administrés, mais aussi la question des moyens, la perte de moyens financiers et les moyens humains. Beaucoup d'élus ont le sentiment qu'ils n'ont pas les moyens humains de faire face à cette avalanche de normes, de règles qui pèsent sur eux. Ceux qui plaident pour le regroupement des communes, d'ailleurs. On voit d'un côté des administrés beaucoup plus exigeants et cette recentralisation. Et aussi, ce qui est intéressant, justement, vous le disiez par rapport à ces intercommunalités. Maintenant, vous parlez de supracommunalité. Bien sûr, parce que nous n'avons jamais été, pour l'Association des maires de France, opposés à l'intercommunalité. Évidemment, pas plus qu'aux communes nouvelles, d'ailleurs. Parce que, en plus, il y a un discours qui est extrêmement désagréable pour les maires à entendre, qui voudrait que les maires soient par principe conservateurs et les réformateurs par nécessité progressistes, ou l'inverse. Donc c'est pas du tout comme ça, évidemment, que ça marche. Et simplement, je voulais revenir sur les motifs. Ce qui est intéressant dans les motifs avancés par les maires pour leur volonté de ne pas se représenter, c'est précisément ce que ça dit en creux, c'est-à-dire l'engagement 24 heures sur 24 du maire, y compris pénalement. Oui. Parce qu'il a une vraie responsabilité. Et ça, c'est un point essentiel que tous les administrés ne connaissent pas par bonheur, parce qu'ils ne sont pas confrontés forcément à ces situations, mais lorsqu'il y a un accident mortel, lorsqu'il y a un incendie, lorsqu'il y a une femme battue la nuit, etc., toutes ces situations sont des situations que le maire affronte. Et ça pose par conséquent aussi le sujet du statut de l'élu. Parce que quand vous discutez avec des trentenaires ou des jeunes gens étudiants, plutôt informés sur, leur semble-t-il, ce qu'il faut savoir en éducation civique, lorsqu'ils vous demandent combien vous êtes payé, que vous leur répondez que vous n'êtes pas payé parce que ça n'est pas un salaire mais une indemnité, et que vous annoncez la hauteur et la valeur de l'indemnité, ils vous regardent avec des yeux ronds, comment dire, un peu interloqué, en se disant, et finalement, c'est pas la personne que je pensais avoir devant moi, c'est quelqu'un de totalement naïf et voire candide que j'ai en face de moi. Donc, c'est un vrai sujet, le statut de l'élu. Sur l'intercommunalité, sur ce que vous disiez, et sur ce que vous disiez, qui me semble très, très important, c'est on n'a plus de plaisir à être élu. Ça veut dire quoi, avoir du plaisir à être élu? Ça ne veut pas dire, tiens, je me lève de bon matin, je vais faire un feu rouge ou un rond-point. C'est pas ça. C'est avoir une vision politique dans un engagement de mandat qu'on présente à travers une campagne municipale. Et à travers ce projet municipal, la vision politique, c'est avoir le courage d'engager des projets qui, qui ne répondent pas à l'immédiateté et à l'appétit, à la satisfaction de l'appétit immédiat de l'administré. Et ça, c'est essentiel, parce que rien ne se serait fait si des maires n'avaient pas eu le courage de dire
Ça ne vous plaît pas aujourd'hui, mais vous verrez dans 5 ans, vous serez extrêmement content parce qu'en termes d'aménagement du territoire, ça apportera quelque chose. Alors, et ça n'est plus possible. Cette situation, elle est peut-être aussi accentuée par la fracture qu'il y a entre les élus locaux et l'exécutif. On sait qu'Emmanuel Macron a annoncé, alors ça peut peut-être changer, mais qu'il ne se rendra pas au Congrès des maires de France. Je vous propose d'écouter la réaction du président du Sénat, Gérard Larcher, qui, lors d'une conférence de presse ce matin au territoire, a commenté cette absence du chef de l'État. Écoutez. La décision pour le Congrès des maires appartient au président de la République. Il semble que ce soit le Premier ministre qui se rendra au Congrès des maires. C'est pas une première, mais je pense qu'il faut toujours affronter la lame, mais je ne donne aucun conseil. Ça, c'est mon côté particulier d'attachement à la Bretagne et à la navigation dans ces îles. Olivier Henno, comment réagissez-vous à cette absence d'Emmanuel Macron au Congrès des maires? C'est un signe aussi de défiance de la part de l'exécutif. Je ne sais pas si c'est un signe de défiance, mais je pense que c'est pas un bon signe, pas un bon signal. D'abord, la considération qu'on prête aux maires. Deuxièmement, c'est peu compréhensible parce que, vous voyez, alors a-t-il peur des sifflets? Parce qu'on cherche des raisons, des causes. Je pense que les maires sont quand même profondément légalistes, de par leur fonction, de par leur histoire, même si ils ont des doutes sur leur fonction. Et c'est un peu aussi une forme de fête républicaine, le salon des maires. C'est l'occasion, encore plus pour les plus petites communes. Il a montré récemment qu'il ne les craignait pas. Oui, puis là, vraiment, on est sur un public qui est par nature légaliste, enfin, me semble-t-il. J'ai été plusieurs fois, des dizaines d'années au Salon des maires, et il n'y a pas eu beaucoup de sifflets, ou quand il y en a eu, c'était vraiment au tout début, et puis assez vite, la salle était finalement à l'écoute de l'autorité. Donc je pense que c'est peu judicieux, et je le regrette, et moi je reprends les propos de Gérard Larcher. Quand on est élu, quelle que soit sa fonction, on est obligé du peuple, et vaut mieux rester à portée d'engueulade que de trouver des moyens pour éviter le dialogue. Lui qui voulait retisser les liens avec les collectivités territoriales, ne pas aller au Congrès des maires de France, c'est une erreur? Je crois qu'il ne faut pas surinterpréter une présence qui peut être forte et symbolique, mais qui n'est qu'une présence. Il faut juger l'action à l'action, à savoir l'exécutif fait-il ou pas des efforts vers les territoires, oui ou non, en termes d'action et de décision. Le dispositif gouvernemental a été renforcé autour de Jacqueline Gourault, élue anciennement de cette maison au Sénat, qui est entourée de 2 ministres délégués pour renforcer l'action territoriale. Il faut voir aux faits et non pas aux paroles ou aux symboles. Après, le partage des tâches entre le président et le Premier ministre peut être maladroit pour cet épisode-là. Je ne sais pas quel est l'agenda qui attend le président de la République, dont on a vu qu'il avait une présence sur la scène internationale importante cette dernière séquence. Bon, je ne pense pas, en observant l'agenda, qu'il faille surinterpréter une absence. Le Premier ministre peut porter la parole de l'exécutif. Il y a d'ailleurs un partage des tâches récent entre le président et le Premier ministre, plus judicieux là pour le coup, où le Premier ministre a pris des positions sur la conjoncture, par exemple, de la hausse du prix du carburant et de ce débat effervescent qui accompagne l'approche du week-end. Et le président de la République a pris de la distance par rapport à cette conjoncture-là pour être sur, comme disait le général de Gaulle, sur les grandes orientations stratégiques. Donc voilà, moi, en tant qu'observateur, je pense qu'il n'y a pas une surinterprétation politique. Il ne faut pas surinterpréter, évidemment, que la politique, c'est en particulier vis-à-vis des attentes des élus, ce sont des actes, évidemment. Mais les symboles, c'est quand même très important parce que c'est quand même le président de la République qui, lors d'un précédent congrès, était venu un peu teaser, entre guillemets, les maires. Et donc, il y a forcément une attente. Il me semble... Mais l'explication d'avoir peur des engueulades, je pense qu'il a montré qu'il aimait ça. Personne ne l'a obligé l'année dernière au Congrès, où il a été effectivement accueilli de façon tout à fait républicaine, comme c'est l'habitude, même s'il y a quelquefois des sifflets qui sont de l'ordre un peu des sifflets de bizutage et de franche camaraderie plutôt que d'autres choses. Mais personne ne l'obligeait l'année dernière à, devant les maires, dire « je m'engage à revenir chaque année vous dire ce que j'aurais fait ». Personne ne l'a obligé, c'est ce qui d'ailleurs avait permis à André Léniel de dire quand on est bien éduqué, on attend d'être invité avant de s'inviter. Mais pour le coup, en plus, il ne vient pas. C'est quand même dommage. Je crois que pour filer la métaphore maritime, puisque Gérard Larcher évoquait ses origines bretonnes qui sont les mêmes que les miennes, il fait une erreur de fond. Il confond le vent et le courant. Le vent, ça n'est pas la même chose que le courant. Il pense que c'est le vent
et que le vent, ça change, ça tourne, alors que le phénomène auquel on assiste aujourd'hui, c'est un phénomène de courant. C'est un courant profond, c'est une lame de fond profonde, et de ne pas en prendre la mesure, je trouve, pardon de donner un peu de gravité à mon propos, c'est un courant très profond de délitement démocratique, d'ébranlement de la base démocratique Olivier à travers la commune, et de ne pas en prendre la mesure. Je pense que c'est effectivement grave et dangereux pour un président de la République. Oui, moi je voulais ajouter une chose. C'est sûr qu'il y a la question de la vie personnelle, la vie privée, de la pression beaucoup plus forte, les réseaux sociaux, l'exigence des gens, tout a été dit. Et c'est vrai que quand quelqu'un a quitté la vie locale, on lui demande alors tu regrettes, on entend plus souvent oh non, je regrette pas du tout qu'auparavant. Ceci dit, je ne pense pas qu'il faille voir les choses sous l'angle d'une nostalgie ou de c'était mieux avant. Je pense quand même qu'on a un vrai besoin de moderniser cette vie locale. Est-ce que c'est encore raisonnable d'avoir des communes de 500 000 habitants? Est-ce que c'est encore raisonnable d'avoir des personnes qui sont obligées de faire face à une exigence de professionnalisme et qui en sont incapables parce qu'ils sont dépassés par le temps? Et je pense que là-dessus, et ici au Sénat finalement on est bien placé, il est quand même indispensable d'avoir des institutions qui coïncide à la réalité de la vie démocratique et locale d'aujourd'hui, qui s'est quand même avec les réseaux, alors cette fois, considérablement agrandi. Moi, je suis surpris dans ma commune où j'étais élu maire il y a quelques temps, ils ont fait une nouvelle, un concours de nouvelles. Auparavant, il n'y aurait eu que des Andrésiens, c'est une commune de 12 000 habitants qui aurait fait ce concours, participé à ce concours. Aujourd'hui, il y a des gens d'un bassin beaucoup plus large. Et donc, ce qui est indispensable, c'est de faire coïncider cette réalité qui n'est plus la même qu'auparavant, avec des institutions qui doivent évoluer. On va finir sur une note positive. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais mariage réussi, mariage consenti. Oui. Il y a de la vitalité démocratique malgré tout. Il y a quand même de la vitalité. Mais il ne faut pas rester célibataire. Oui, exactement. Oui. Venant des élus locaux qui sont pas tous sur la même ligne, bien heureusement. Et puis venant aussi de la société civile, un mot sur ce prix de la démocratie remis tout à l'heure à 19h au Sénat, et qui va honorer un collectif associatif dont on voit la vitalité quand même. Il y a des choses qui ne vont pas dans le pays, il y a des choses qui vont bien, il faut savoir le reconnaître. Et le verre est heureusement pas toujours à moitié vide, et il peut être aussi à moitié plein. Et donc la vitalité et la politique à horreur du vide aussi. Quand les élus auront des difficultés, ça n'existe pas un pays qui n'a pas de candidat. Après, c'est vrai que pour les petites villes, il y aura un problème à la fois de nombre de candidats et donc de qualité au sens de choix pluraliste. Et ça, c'est un vrai sujet, d'où l'intérêt de regrouper les échelons. Mais sur les associations, ayons confiance en la société civile. Elle est là aussi pour mener des combats, pour vitaliser la démocratie en France et en Europe. Et c'est un sujet malheureusement européen, puisqu'on voit que le modèle démocratique est mis en cause dans ses fondements dans certains pays voisins. Bruno Cotresse, on parlait de ces propositions aussi du Sénat et c'est l'objet d'un colloque revitalisé à l'échelon communal. Il y a quand même aussi des espoirs, des initiatives pour justement encourager les gens à se lancer dans ces mandats d'élus locaux. Bien sûr, quand on regarde attentivement les évolutions des outils au plan local, des consultations de la population, des outils de la démocratie participative au niveau local, on n'est plus du tout dans le même contexte qu'il y a 20 ou 30 ans en France et c'est plutôt un mieux démocratique auquel on assiste en France du point de vue des technologies pour faire exister la démocratie locale. Et par ailleurs, pour terminer sur une note d'optimisme, c'est vrai que si la moitié des élus ne veulent pas se représenter, ça va dégager des places d'une certaine manière pour, souhaitons-le, une jeune génération intéressés par la politique, d'élus qui vont avoir envie d'occuper le siège. Je partage l'idée que la nature et encore moins la politique aime le vide. Bien, merci à vous Bruno Cotresse, merci Jean-Philippe Moinet, merci Agnès Lebrun, merci à vous Olivier Hainaut. Et puis je rappelle que Public Sénat se mobilise la semaine prochaine pour vous faire vivre en direct sur notre antenne le Congrès des maires de France. Merci à tous les quatre. Avant de se quitter, on va retourner dans l'hémicycle où Alexandre Poussard suit pour nous les débats autour du budget de la sécurité sociale. Et on le voit, pour lutter contre la désertification médicale, Alexandre, les infirmiers pourraient être autorisés à renouveler les traitements médicaux. Oui, Delphine, les sénateurs ont débattu des innovations en matière de pratiques de santé, puisque ce texte facilite les expérimentations et plusieurs sénateurs ont effectivement demandé un pouvoir de prescription pour les infirmiers pour renouveler les traitements médicaux. Ça permettrait de lutter contre les déserts médicaux, de suppléer à la présence du médecin. Et cette expérimentation, elle a été lancée pour les pharmaciens d'officine. Alors, la ministre Agnès Buzyn est opposée à une extension pour les infirmiers, tout comme une partie des sénateurs, et notamment les sénateurs médecins de profession. Écoutez René-Paul Savary, le sénateur Les Républicains.
Ça met quand même en cause un problème de responsabilité. Une fois que vous avez renouvelé l'ordonnance, s'il se pose, il y a un problème pour le malade, qui est responsable? L'infirmier qui a accordé le renouvellement ou bien le médecin qui a fait la prescription? Donc on voit bien qu'il faut y aller par paliers. Et dans ce débat entre les sénateurs infirmiers et les sénateurs médecins, le vote a tourné à l'avantage des médecins puisque cette expérimentation n'a pas été adoptée par la Haute Assemblée. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.